Il arrive qu'une idée sur laquelle nous aurions tout misé se retrouve dans un livre qui nous défait du moindre intérêt pour l'idée en question. C'est la réflexion qu'a précipité en moi la lecture de l'essai La charge raciale, vertige d'un silence écrasant. Si le concept est tel que posé comme fait psychologique ne manque pas de pertinence, cependant, elle dépolitise le racisme et va jusqu'à restaurer à demi-mot, dans ses raisonnements, l'existence des races. La charge raciale est, selon les mots de l'autrice, le fait, je cite, d'effacer toutes les parts noires de soi par crainte du stéréotype, l'objectif étant de ne pas faire de vagues, de ne pas être renvoyé à des clichés et de subir des micro-agressions. C'est aussi quelque chose d'universel au noir, aucun d'eux ne peut y échapper, parce que, je cite, compte tenu de la configuration du monde colonial, négrophobe et raciste dans lequel nous vivons, il n'est pas exagéré de dire que la charge raciale a été portée et vécue depuis des siècles par les personnes noires et racisées. Donc la charge raciale serait un mal anhistorique qui frappe les noirs en tout temps et en tout lieu de la même manière. C'est-à-dire que le cadre, l'artiste, l'avocat, le patron noir qui porte la charge raciale aujourd'hui subit à l'identique le racisme que le colonisé qui devait, sous les fouets du travail forcé, construire un chemin de fer, ou le noir qui, dans une société esclavagiste ou ségrégationniste, devait prendre d'infinies précautions pour préserver sa vie. Soutenir cette idée, c'est nier Dessalines, Toussaint Louverture, Marcus Garvey, Martin Luther King, Malcolm X, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Thomas Sankara, et j'en passe, c'est considérer les Noirs comme d'éternelles victimes passifs à leur sort. Or, la charge raciale est en soi la preuve qu'il y a évolution du rapport entre dominant et dominé, et donc mutation du racisme. Ce qui était autrefois un instinct logique de survie devient aujourd'hui un fardeau psychologique, grâce au combat d'émancipation et de libération mené par les populations concernées, de la même façon que les dons de sagesse peuvent devenir source de souffrance parce que l'évolution a modifié nos mâchoires et les a rendues inutiles. Je me suis alors demandé pourquoi cette surenchère en mettant sur un pied d'égalité la condition noire de tout temps. Et un propos de l'autrice m'a éclairé. Je cite, si la charge raciale et le racisme sont les deux côtés d'une même pièce, c'est parce qu'un jeune homme noir ou arabe risque de subir 20 fois plus de discrimination au faciès et de potentiellement mourir après un contrôle avec la police qu'il évite de porter un jogging ou de mettre une capuche. Justement, pour le jeune homme noir qui choisit ce style vestimentaire et qui l'assume, il ne refuse pas d'affronter la police, ce qui en soi reste une situation horriblement pénible. Au contraire, il confronte ce racisme comme affirmation de son identité. Cependant, cela devient une charge pour le noir qui a intégré ou veut intégrer le monde social blanc, pour user du mot de l'autrice. Ce noir qui s'acharne à fuir les stéréotypes face au contrôle au faciès souffre d'abord d'être réduit à l'identité à laquelle il pensait avoir échappé par son intégration sociale. Il porte en lui la détresse de devoir vivre constamment en alerte pour s'effacer, pour faire partie du sérail blanc. Dieu merci, on est noir à vie. Par conséquent, visiblement, notre situation sociale ne nous met jamais à l'abri du racisme. Selon l'autrice, le racisme est surtout une disposition mentale, indépendamment des réalités concrètes des individus. C'est-à-dire, même si les Européens avaient vécu dans un Éden, sans avoir besoin de travailler ni d'accumuler de richesses, à leur rencontre des Noirs, ils auraient d'instinct tenté de les annihiler. Pour cela, elle va dévoiler les prérequis psychologiques qui disposent le blanc à la destruction du noir, ce qui paraît clairement une réhabilitation de l'existence de race. Or, selon moi, le postulat de tout combat antiraciste conséquent est l'inexistence des races. J'ai essayé de douter sur ma compétence de ce que je lisais. Même en arrivant sur ces mots, je cite, l'empressement à alléger la blanchité de sa culpabilité nous a fait sacrifier l'exigence de la responsabilité ontologique des Blancs. Si le mot ontologie ne renvoie pas à la nature, il dit bien l'essence de l'être. Mais le doute est devenu superflu lorsqu'elle dit ceci, en parlant de la blanchité. Je cite, elle nous montre combien ce n'est pas seulement la gravité des faits racistes qui tuent, mais bien la banalité du mal, de la mentalité blanche. Elle étaye son affirmation d'une ontologie des Blancs en convoquant la théorie de Carl Gustav Jung sur l'alchimie, qui serait l'inconscient du christianisme qui lui-même forme la conscience des Blancs. Cet inconscient alchimique se réalise en 3 étapes. Le nigredo, l'œuvre noire, la calcination, la nuit noire de l'âme, négatif, l'albédo, l'œuvre blanc, la purification, la lumière, positif. Et enfin, le rubédo, l'œuvre rouge, l'aboutissement, la réalisation de soi. De cette théorie puissamment scientifique,
L'autrice conclut que l'inconscient du blanc est façonné de telle sorte que sa réalisation passe consubstantiellement par la destruction du noir. Elle dit: le Christ apparaît sous un jour nouveau. Il devient l'expression collective du processus d'individuation dont la figure centrale correspond à l'image du Christ. Pour rire, je me suis dit, si on suivait sa théorie, les Blancs, en arrivant en Amérique, auraient dû voir dans les populations autochtones, les Rouges, l'homme réalisé, le Christ. Ils auraient désigné un Iroquois pour pape, mais restant sérieux. Je me suis forcé de croire que j'extrapolais les idées de l'autrice, puis je suis tombé de ma chaise en lisant ceci. Poussons le raisonnement. Si la blanchité jouit de l'éradication des Noirs en tant qu'être, si cette jouissance sadique et destructrice se répète depuis plus de 400 ans sous diverses formes, n'est-ce pas un trait caractéristique de la pulsion de mort? Pour confirmer son idée, elle complète: en résumé, la blanchité est le résultat d'un système fondé sur l'essentialisation de la pureté, albédo, l'instinct de puissance et de mort de la civilisation occidentale. Puisque le blanc est naturellement contre le noir, les blancs s'évertuent à détruire le noir, et l'une des manières, c'est la destruction de l'amour noir, et ce qu'elle qualifie d'idéologie globalisée du métissage interracial qui sévit partout. J'ai eu envie de crier comme dirait James, mais où va-t-on franchement? L'autrice en appelle ici à une thèse propre aux racialistes du genre Alain Soral, Henri de Lesquen, Zemmour, Alain de Benoît, celle d'une idéologie mondialisée du métissage, conspiration d'une élite cosmopolite. J'ai une question. Quel État esclavagiste, raciste, colonial, proclamant nettement la suprématie des Blancs, a prôné le métissage au lieu de la ségrégation et de l'apartheid? J'avoue ici mon ignorance et je demande qu'on m'aide. Existe-t-il des pays qui ont élaboré une politique de bébé métis, soit pour lutter contre le racisme, soit pour asseoir sa suprématie? Bref, à aucun moment la question du racisme n'est posée de manière politique. Au contraire, l'autrice appelle à une psychopolitique, mettant dos à dos Zemmour et Mélenchon. Le premier comme suprémaciste blanc, qui, je rappelle au passage, critique aussi la soi-disant idéologie du métissage mondialisé, dont le Brésil serait pour lui l'image immonde. Et selon elle, Mélenchon serait un manipulateur qui utiliserait le concept de créolisation pour gagner les voix des Noirs. Renvoyer dos à dos Zemmour et Mélenchon est une simagrée intellectuelle qui n'est pas permise à une personne qui lutte concrètement contre le racisme. La charge raciale, vertige d'un silence écrasant, ne vise pas à lutter contre le racisme, mais pour la race noire contre le métissage, idéologie du soft power qui sape les fondations des institutions noires du couple ou de la famille. Ce sont les mots de l'autrice. In fine, cet essai m'a donné l'impression d'un antiracisme racialiste, qui sans le dire suppose que le sort des Noirs ne serait amélioré que si les Noirs en France avaient leur parti politique, leurs psychologues, leurs médecins, leurs médias, leurs centres culturels, leurs quartiers, leurs polices, leurs institutions. En un mot, une ségrégation heureuse, un apartheid fleuri de bonne volonté antiraciste.